le sujet, il considère que sa vie est ruinée. Non pas que quelqu'un a ruiné sa vie. Il dit, ah, mon voisin ruine ma vie. Il m'embête. Ou les autres. Ou un certain type de la population ne m'aime pas. Donc c'est pour ça que je les aime pas. c'est pas vrai. Mais le mélancolique n'est pas comme ça. Il pense pas que la méchanceté vient des autres. Il considère que la méchanceté est en lui-même. Que lui, il a ruiné sa vie, il a ruiné la vie de ses enfants, de sa famille. Que lui-même, c'est une ruine. Que lui-même, c'est une merde. Que lui-même, c'est un déchet. Voilà, c'est ça, il se considère comme ça. Jusqu'au point, parfois, donc ça c'est le délire d'Hermine, au point de se considérer parfois comme un mort. Il y a des sujets qui considèrent que il est mort. Alors, bon, ça c'est un point. Délire d'Hermine. Délire d'indignité. Puisqu'il a ruiné toute sa vie, la vie de ses enfants, il est indigne de vivre, il est indigne d'être aimé, il ne peut pas être aimé. Hein? D'ailleurs, bon, ça c'est un autre élément qu'il faut classer ailleurs, c'est qu'il ne supporte pas d'être aimé. Bon, ça on verra après. Donc, et qu'en même temps, donc, il est indigne des choses de la société, du lien social, et il est coupable. Mais ça ne veut pas dire qu'il est coupable, ou qu'il se sent coupable. Attention, c'est pas des sentiments de... Non, il a le délire, c'est-à-dire la certitude qu'il est coupable. Ah, il y a trois façons de la culpabilité. Il y a la culpabilité factuelle, c'est-à-dire que l'enfant est allé voler du chocolat dans la cuisine à 1h du matin, alors que ses parents lui ont interdit ça, et l'envie est trop forte. Il est descendu de sa chambre, il est allé dans la cuisine, et il a volé pendant que tout le monde dormait. Alors, il est coupable d'un vol. Mais supposons qu'il n'ait pas qu'il n'ait pas osé aller voler, mais il se sent coupable quand même. Parce qu'il a pensé quelque chose de mauvais, quelque chose de méchant, il a commis un péché ou quelque chose comme ça. Il a osé imaginer ça. Donc il n'est pas descendu prendre le chocolat, mais juste le fait de le penser et projeter, et de dire maintenant je pourrais aller descendre là et chercher le chocolat, déjà ça lui suffit pour se sentir coupable. Il peut se sentir coupable sans l'être. On peut se sentir même inconsciemment coupable sans l'être. Et donc chercher à commettre un vol, pour là être puni dans la réalité, et donc la punition va soulager les sentiments inconscients de culpabilité. Ça c'est la deuxième possibilité. Et troisième possibilité, c'est le mélancolique, c'est le psychotique, il n'a rien fait, il n'a rien volé, il n'a pas voulu aller voler le chocolat non plus. Parce que le mélancolique, si vous voulez, il descend, il s'en fout, et il prend, et puis voilà. Mais il est coupable des choses qui sont extraordinaires. Ouais, il est coupable des choses qui n'ont pas de rapport avec la réalité. D'avoir tué ses enfants, même s'il ne l'a pas fait. Bon. Ça, c'est le délire des ruines, d'indignité et de culpabilité. Donc, nous avons les troubles bipolaires, les dérives. Nous avons des angoisses qui ne sont pas des angoisses en lien avec des objets de valeur. Qu'on peut avoir une angoisse concernant le fait, par exemple, de perdre l'objet d'amour. À partir du moment où on aime quelqu'un, on peut être trop angoissé que la personne nous quitte. Parce qu'on n'est pas assez à la hauteur ou je ne sais pas quoi. Donc là, on a peur, on a peur de perdre l'amour, ou de perdre un objet, ou qu'on nous vole notre belle voiture sportive qu'on vient de s'acheter, ou qu'on nous vole de l'argent. Et ça, ce sont des objets de valeur qui ont donc, ce sont des substituts, si vous voulez, de ce qui pourrait être la castration. L'angoisse des castrations, que nous appelons l'angoisse des castrations. Dans l'angoisse des castrations, on va me prélever un objet de valeur sur lequel je pourrais jouir.
Mais là, non. Pour les mélancoliques, c'est pas cette angoisse-là. C'est pas une angoisse de perdre des objets, des valeurs personnelles, des valeurs de jouissance. C'est pas ça. C'est une angoisse diffuse. Une angoisse qui n'est pas connectée avec des objets, des valeurs. Et bon, et ça peut aussi se mettre en lien avec certaines phobies. Mais bon, ça c'est secondaire. Et un autre élément, c'est, à part évidemment les contextes dépressifs et anxio-dépressifs, puisqu'on a déjà nommé quelques éléments des dépressifs et quelques éléments anxiogènes, des angoisses. Il y a aussi la question de l'amour, c'est-à-dire que les sujets maniaco-dépressifs, en général, ils ne supportent pas d'être aimés. Et vous voyez que dans l'amour, notamment dans l'amour chrétien, hein, on sait très bien que c'est plus difficile de donner que de recevoir. Ah, ça, c'est une des questions de l'amour chrétien, c'est que on va dire aux chrétiens de pouvoir changer sa façon de faire, parce que comme l'être humain, sans ça, il sait très bien recevoir mais pas donner, il faut qu'il fasse un effort pour les dons. Et que ce qui manque à l'être humain, c'est d'apprendre à donner de l'amour. Et bien pour les mélancoliques, c'est l'inverse. Son problème, c'est pas tellement de donner, bon, il peut avoir aussi des problèmes comme ça, mais c'est le problème de recevoir. Il ne supporte pas que quelqu'un puisse l'aimer. Personne ne doit l'aimer. Parce que déjà, il est indigne d'amour. Et puis, si quelqu'un l'aime sans le lui dire, que ce soit l'initiative de l'autre d'aimer le sujet mélancolique, ça va lui créer un poids trop lourd, une angoisse terrible. Alors, il y a des sujets qui sont comme ça, maniaco-dépressifs très forts, qui peuvent déclencher, commencer la maladie, puisque la maladie, on peut l'avoir. La maladie, bon, ça, vous voyez, c'est un terme, on s'en sort pas, quoi, avec ces termes-là, mais bon, on parlera tout à l'heure, mais avec cette problématique-là, on peut avoir la problématique maniaco-dépressive, mais on n'a pas encore les symptômes, si vous voulez. Et c'est au moment où il y a une rencontre amoureuse et une rencontre sexuelle, surtout avec une satisfaction sexuelle forte, c'est-à-dire un orgasme, que là, le sujet n'est pas supporter ça. Et il y a quelques cas comme ça, des sujets maniaco-dépressifs, qui après donc la première expérience sexuelle, vont directement à l'hôpital psychiatrique. Ils sont hospitalisés parce qu'ils ne supportent pas ça. Bon. Donc, voilà à peu près un tableau, le côté mélancolique, avec une chose essentielle, ce sont les auto-reproches. Les auto-reproches, les auto-accusations. Les auto-accusations. Des accusations qui sont bizarres, hein, qui peuvent être complètement déconnectées de la réalité. Vous voyez, il peut s'accuser des choses affreuses, mais qui ne sont pas horribles. Il y a une certaine vérité dans ça. Non pas dans les faits, mais dans la source du fait. Ça, c'est donc le tableau mélancolique. Mais il y a le tableau maniaque. Alors, on considère souvent que la manie, au contraire de la mélancolie, c'est une agitation, c'est une excitation, c'est une accélération. Je ne crois pas que ce soit le plus important. Et ce n'est pas vrai non plus qu'il y ait forcément une accélération des idées, des mots, etc. Ce qui se passe dans la manie, c'est surtout le fait qu'il y a, disons, deux éléments très forts. Hein. C'est le rapport au langage qui pose problème. Alors, le rapport au langage est le suivant, c'est que normalement, quand nous devons parler aux gens, pour être plus ou moins, pour communiquer, nous devons être un minimum intelligibles. Il faut que l'autre personne comprenne un minimum quand même. Non. Et donc pour ça, nous pensons à des choses,
Nous sélectionnons ce que nous avons à dire et nous l'exprimons. Mais en même temps, pendant que nous exprimons ça, pendant que nous pensons à comment communiquer, nous pensons à plein de choses. De l'environnement, de comment je me sens, de comment je me sens avec l'interlocuteur, de comment je pense que l'interlocuteur se sent avec moi, ou pas. Des choses peut-être que j'amène d'un autre moment de ma vie, ou que je pense maintenant. Ça me vient à réfléchir. Mais ces choses-là, je ne vais pas les communiquer, sauf s'ils sont utiles pour la communication présente. Je ne les communique pas, parce que sinon ça fait confusion. Eh bien non, le maniaque, il n'est pas là. Le maniaque, il a un rapport pas avec l'interlocuteur. Il a une relation avec le langage. Nous avons qu'entre l'interlocuteur et moi, il y a le langage. Normalement, il y a deux personnes, et le langage n'est qu'un véhicule. Mais là, non, ce sont trois personnes. Il y a l'interlocuteur, moi, et le langage qui est une autre personne, qui est même un voile parfois, un mur. Et à la limite, le maniaque peut avoir une relation seulement avec le langage, et pas avec l'interlocuteur qui serait derrière les murs du langage. Alors, le premier élément, le premier symptôme, si vous voulez, de la manie, c'est un truc magnifique qui a été décrit par des psychiatres, oui, vers la fin du 19e, et qui a été notamment en 1933, et décrit vraiment par quelqu'un qui s'appelait Binswanger, la fuite des idées. Non pas que je fuis les idées, c'est que les idées commencent à fuir. Les idées qu'on peut avoir pour communiquer quelque chose vont se mettre à fuir. Et on peut l'appeler aussi parfois un tout petit peu, si vous voulez, c'est pas passer du coq à l'âne. Vous savez ce que c'est. Passer du coq à l'âne, mais c'est pas ça, hein. Mais c'est un peu l'image de ça, mais c'est pas ça. Passer du coq à l'âne. On parle d'une chose et puis on part sur les branches, on parle. Bon. L'idée, c'est que dans la fuite des idées, et c'est beaucoup plus fort que passer du coq à l'âne. Il y a une arborescence, toujours en général, énorme, hein, de l'information. Mais donc là, il va passer par les branches, mais il y a des connexions quand même qui sont plus ou moins répétitives. Et on va revenir sur... Et si vous prenez à chaque fois tous ces changements donc dans les fuites des idées, nous allons pouvoir déterminer que cette ligne qui est marquée là comme un fil rouge, à l'intérieur même du discours du patient, ces fils rouges ont une tendance. Donc le premier élément du diagnostic de manie, c'est la fuite des idées, que on peut considérer, moi aussi je considère la fuite des actions, c'est-à-dire que tout d'un coup, les choses s'emballent, on commence à agir. Et une chose que je considère aussi très forte, c'est ce que j'appelle, et j'ai écrit un livre sur ça l'année dernière, c'est la fuite des événements. C'est-à-dire à un moment donné, c'est pas simplement les idées, ce n'est pas simplement les actions qui fuient, ce sont les événements de la vie. Ça, c'est le premier élément, la fuite des idées, la fuite des actions et la fuite des événements, le premier élément. Et deuxième élément, c'est que ces fils rouges qui se dessinent à l'intérieur même du discours du patient ont une tendance claire et nette vers le suicide. Il peut ne pas le faire, il peut ne pas le commettre. Mais il y a cette tendance-là. Il y a cette tendance très claire, très forte. Ok? C'est... Et voilà, en gros, les deux bases. Et que ça, c'est tout à fait théorique, parce qu'on ne retrouve pas exactement comme ça tous ces tableaux-là qu'on vient de décrire chez tous les patients maniaco-dépressifs. Mais vous pouvez aller parfois au Japon, en Australie, et vous voyez un patient qui est très semblable dans sa langue, dans ses coutumes, etc., semblable à l'autre patient français ou italien ou allemand que vous avez vu à l'hôpital psychiatrique. Alors qu'il parle notre langue, mais la même chose, c'est impressionnant.
Et ils se connaissent pas, ils se sont pas appelés pour se dire on va avoir les mêmes troubles. Donc, comme quoi, il y a quand même des universels, hein, concernant la psychopathologie. Voilà. Et l'idée finale, pour moi,